Bonjour les amis et plumophiles, bien entendu, bonnes vacances à tous puisque nous sommes mi-juillet 2026 et je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont en vacances. Donc bonnes vacances, soyez prudents bien sûr et n'oubliez pas de mettre votre chapeau de paille ou d'autres choses parce que vous savez que on découvre a priori que l'été il peut faire chaud, voire très chaud, l'hiver plus froid évidemment, ça semble être euh, un phénomène nouveau. Enfin, c'est un petit peu, en écoutant certains médias ou certaines personnes, c'est un petit peu ce que j'ai tendance à découvrir. Alors, c'est ce qui m'amène précisément à, euh, à cette vidéo qui sera pour nous la numéro 30, pour revisiter un petit peu cette histoire de réchauffement climatique qui est certain, ça on va pas discuter là-dessus, au moins pour la partie nord de notre planète qui s'appelle la Terre. Voilà. Alors, je reviens quelques instants sur les médias parce que on arrive comme ça à une forme, au moins pour certaines personnes, une forme d'angoisse permanente. De toute façon, ce réchauffement, il n'est pas venu comme ça d'un seul coup, il s'est créé au cours du temps. Euh, il accélère, ça c'est tout à fait vrai, mais on va pas l'arrêter en 5 minutes. Donc c'est peut-être pas la peine de se mettre la tête, comme on dit dans le courbouillon, pour... ça va pas changer les choses. Mais en revanche, nous avons tous un rôle à faire pour justement limiter ce réchauffement et nous y adapter. Très important, nous sommes dans une société actuelle technologique, matérialiste bien sûr, et on voudrait sans doute que tout soit uniforme, c'est-à-dire que qu'on n'ait plus aucun problème, qu'il fasse une température à peu près continue, et encore, je suis certain que ça ne suffira encore pas, il faudrait encore trouver autre chose. Enfin bon, ça c'est, voilà, encore autre chose. Alors, d'où viennent, et je le rappelle, les statistiques, ce que je peux donc donner comme élément sur cette chaîne, à la plume du temps, eh bien, en particulier au niveau température, ils viennent de relevés donc d'aéroports, donc de l'aviation civile, ça comme c'est incontestable, et d'une manière générale, il faut toujours remonter vers des sources officielles, que je compare avec des relevés de Météo France, qui sont quand même des gens très sérieux, ou autres, donc on ne peut pas discuter là-dessus. Et on s'aperçoit que fréquemment, eh bien, entre ces éléments, ces relevés, que ce soit température ou autre, et puis ce qui est annoncé dans les grands médias, il y a quand même souvent de grosses différences. C'est-à-dire que ça va toujours dans le sens, malheureusement, plus catastrophique. J'ai toujours pensé qu'il faudrait des journaux de bonnes nouvelles et des journaux de mauvaises nouvelles. Je suis persuadé que ceux de mauvaises nouvelles se vendraient beaucoup mieux que les journaux de bonnes nouvelles. C'est comme ça, comme je l'ai déjà dit, à croire que les êtres humains n'ont pas envie d'être heureux. Non, 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 non. Enfin, une question qu'on peut se poser. Bon. Alors, je rappelle quand même aussi que l'Occident, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, l'Europe, ce n'est pas toute la Terre. C'est un petit morceau. Je dirais même minoritaire par rapport à la surface. Très minoritaire d'ailleurs. Bon, ce qui se passe dans l'hémisphère nord n'intéresse pas forcément ce qui se passe dans l'hémisphère sud, et vice-versa, à tel point d'ailleurs que dans notre hémisphère nord, l'Arctique, c'est-à-dire le pôle nord, a tendance à fondre. Bon, ça, je crois que c'est un peu entendu, ça. Mais au contraire, dans l'hémisphère sud, l'Antarctique, lui, a plutôt tendance à faire de la glace. Bon, ça veut dire qu'entre les deux, il doit se passer quelque chose, hein. Bon. Alors, pour mémoire, je voudrais revenir sur certaines statistiques, certains éléments que j'avais donnés donc dans différents livres lorsque j'ai démarré cette chaîne. Nous étions donc mi-novembre 2025. Donc il y a eu 9 vidéos qui ont été faites sur le climat, la météorologie, le climat passé, etc. Entre donc mi-novembre 2025 et à peu près fin janvier 2026. Alors, il y a eu l'atmosphère terrestre se réchauffe-t-elle? Tous ces documents, je vous invite à les relire, à les revisiter.
sont accessibles librement, c'est-à-dire gratuitement, comme mes livres d'ailleurs, sur le site internet www.laplumedutemps, sous réserve évidemment de valider les conditions générales. Et pas de vente, puisque je ne vends rien, surtout pas en France. Alors, le réchauffement climatique de l'Afrique sahélienne, se réchauffe-t-elle? Point d'interrogation. Très important. Savoir que le climat de l'Afrique, nous dépendons aussi beaucoup des conditions climatiques de l'Afrique, hein, c'est pas une surprise. Le climat du 8e siècle à nos jours, c'est-à-dire en gros de Charlemagne, Charlemagne c'est plutôt 9e siècle, donc à nos jours, donc juste un aperçu. Hein. Si nous devions revivre ce que les anciens ont vécu, eh bien là on pourrait se plaindre et je pense qu'il y aurait du souci à se faire. Et puis un petit document, alors là que je conseille modestement à tout le monde, y compris aux jeunes, et qui s'appelle Initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt. Fondamental. Voilà, donc ceci étant fait, revenons à notre discours. Alors, pour mémoire, nous allons aller faire un petit tour en Russie. Pourquoi ? C'est pas histoire de parler de la Russie, c'est simplement qu'à travers mes conférences en université au sud de la Russie, eh bien, ceci m'a permis, par l'intermédiaire d'amis universitaires, d'avoir des relevés météo sur de très nombreuses villes en Russie. Alors, on fait le tour de la Russie, et ça part des années 1880, c'est-à-dire même un peu avant, jusqu'à nos jours. Donc c'est quand même très important. Et il faut savoir que la Russie, c'est quand même le plus grand pays émergé du monde. Hein. C'est 31 fois la France, 17,2 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que le Luxembourg et le Portugal, hein. Oui, nettement. Voilà. Alors, Sotchi. Sotchi, c'est à la frontière géorgienne, c'est tout à fait le sud de la Russie. C'est une région balnéaire de vacances. Hein. C'est en gros le climat de la Corse. Peut-être un peu plus pluvieux le soir, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et comme ça, si on remonte jusqu'à Rostov-sur-le-Don, et même un petit peu au nord, hein, on a un climat très tempéré qui ressemble beaucoup au climat entre Lyon et puis Marseille, ou un petit peu plus au nord, Villefranche, ou par là. Ah, mais plus froid l'hiver. Bon, voilà. Alors, Sotchi, entre 1880 et 2024, nous perdons 0,44 degrés. C'est-à-dire que la région se refroidit de près d'1,5 degré. Sotchi, c'est une ville d'environ 250-300 000 habitants, et puis un peu plus si on compte la périphérie, Adler, etc. Bon, mais très peu industrialisé. Il y a juste un aéroport international qui, lui, fonctionne très bien. Moscou, entre 1860 et 1930, nous nous arrêtons avant la dernière guerre mondiale. Moscou perd entre 0,8 et 1 degré, ce qui est quand même très important. Perd, refroidi. Le Burkina Faso. Là, nous passons la Méditerranée et nous allons entre l'équateur et le tropique du Cancer. Nous sommes en pleine région sahélienne, à peu près environ 1050 km de la côte atlantique, c'est-à-dire la côte d'Ivoire, du Togo, voilà. Entre 1990 et 2024, tout est strictement stable. Donc ce sont les relevés d'aéroport, hein, donc pas contestable. Température, pression atmosphérique, vitesse du vent, pas significatif. En moyenne annuelle, hein, bien sûr. Et puis, la seule chose qui change, c'est la pluviométrie, où on augmente en gros de 10%. Tant mieux. Mais, ceci ne veut pas dire, et c'est valable chez nous également, que le mois de juillet, par exemple, qui est le mois de la grande saison des pluies, des semences, même un peu avant, etc., on peut très bien avoir un mois de juillet sec pendant 3 semaines, pas d'eau, avec des températures très élevées. Des 40, 42, 43 à l'ombre, même peut-être 44.
Mais ça, c'est pareil chez nous. Donc là, nous parlons en moyenne annuelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent là-bas, ah oui, oui, mais non, ça c'est pas vrai, ça, on voit bien que ça se réchauffe, etc., etc. Oui, mais d'accord, mais en moyenne annuelle, non, je suis désolé, il n'y a rien qui se passe. Bien. En 1303, alors là nous remontons en France, enfin de ce qu'était la France à l'époque, attention, hein. En Alsace, les raisins sont mûrs le 24 juin, c'est-à-dire la Saint-Jean. Le 24 juin, ça veut dire qu'on tire le vin nouveau au mois de juillet. Et dans un autre document ancien qu'on m'avait donné, je trouve même le 15 juin. Et puis il y en a un autre, je trouve même début juin. Alors disons première quinzaine de juin. Mais on est en gros un mois et demi avant pardon, des vendanges, disons, normales, enfin telles qu'on les conçoit. Et ça ne s'est pas produit qu'une seule fois, ça. Très bien. En 1785, en France, il y a une sécheresse générale. Il n'y a pas de pluie pendant 9 mois en Bretagne. Pourtant, la Bretagne, tant que je me souvienne, est quand même bordée par l'océan Atlantique au sud et par la Manche au nord. Et ça, ce n'est pas la première fois, en particulier pour le centre de la France, Berry, Nivernais, jusqu'à la région lyonnaise, et où l'on voit, alors la Loire à sec, bien sûr, bon, ça j'allais dire que c'est un peu chronique, et puis, et le Rhône qui n'a plus qu'un filet d'eau. En 1793 à Paris, nous notons 35 degrés 4. Lorsque j'entends récemment, oh, il y a eu 37 degrés à Paris, oh là 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 là, bah oui, bah, il y a 37 degrés à Paris, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. En plus, dans des rues plus ou moins étroites, Paris est un piège à calories. Bon. Et il ne tombe cette année-là, donc en 1793, que 331 mm d'eau sur l'année, c'est-à-dire 33 cm, et nous sommes au tiers de ce qui tombe au Sahel, Ouagadougou, Niamey ou Bamako. En 1892, dans le centre-ouest, nous avons plus de 40 degrés tout l'été. C'est long, hein. En 1929, et il y a eu la même chose en 1800 et quelques, mais je ne me rappelle plus la date, 44 degrés 2 à Toulouse. 44 degrés 2 à Toulouse. Bien. Alors, je vous invite à nouveau à revisiter sur le site les documents concernant la météo, l'historique des climats en France, etc. Et qui se termine par l'atmosphère se réchauffe-t-elle, hein. Voilà. Alors, le réchauffement de l'atmosphère, il est indéniable. On peut pas, au moins dans l'hémisphère nord. L'hémisphère sud, je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer. À mon avis, il doit forcément y avoir un peu de répercussions, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Mais au moins pour l'Occident. Ce réchauffement climatique, comment se traduit-il? Par des masses d'air à différentes températures. Donc des masses d'air chaudes, alors je ne dis pas à 60 degrés, hein, non, 40 degrés par exemple, et puis des masses d'air plus froides, 20 degrés. 20 degrés d'écart. Plus la différence sera importante, meilleur sera le rendement thermodynamique. Comme nos moteurs de voiture, comme les réacteurs d'avion, comme les turbines à vapeur des centrales, etc., etc. Plus nous avons de différences de température, plus le rendement thermodynamique, c'est-à-dire thermo, l'énergie thermique, dynamique, le mouvement, le travail, l'énergie mécanique, seule énergie noble, meilleure sera cette transformation. Donc, dans un réacteur d'avion, on a intérêt à monter la température le plus haut possible au niveau de la combustion. D'où aussi le fait que les réacteurs consomment moins quand ils sont en altitude. Il n'y a pas que ça, mais une des raisons. Voilà. Alors, et puis la deuxième raison, c'est l'importance des masses en jeu. Si les masses d'air plus chaud et les masses d'air plus froid sont importantes, avec un rendement entre les deux important, nous allons avoir des phénomènes plus violents qui vont durer évidemment plus longtemps. Et pourquoi? Parce que air chaud et air froid ne se mélangent pas facilement. Ça vient de deux choses. La différence de masse volumique, c'est-à-dire de la densité
de l'air de chaque masse, mais également des charges électrostatiques, c'est-à-dire des molécules, entre autres, d'eau, d'humidité, etc., qui se frottent. Bon, ça, c'est encore un autre problème, pas une autre chose. Et ça va nous amener à quoi? Eh bien, tout simplement que ces masses d'air ne se mélangent pas facilement. On ne va pas avoir au contact de l'air tiède, non. Ensuite, ce contact, ce n'est pas une ligne droite, non. Ce sont des sinusoïdes et, j'allais dire, des patatoïdes dans les 3 dimensions, qui se repoussent, qui s'incrustent dans l'une, qui s'incrustent dans l'autre. Globalement, l'air froid, de densité plus importante que l'air chaud, alors quand je dis plus importante, c'est relatif, hein, va avoir tendance à rentrer sous l'air chaud, qui paraît normal, et le rejeter en altitude. Et ça va se traduire entre autres par un nuage qui est très caractéristique, qui s'appelle le cumulonimbus. Avant ça, il y a un précurseur qui s'appelle le cumulus congestus, et qui va se transformer en cumulonimbus. Tout ça, c'est dans nos documents, typique de la cheminée avec une forme d'enclume en haut. Et c'est le nuage d'orage par excellence. Donc plus la différence de température est importante, plus les masses d'air en jeu sont importantes, plus on aura d'énergie au niveau de cet orage. Si maintenant c'est l'inverse, c'est l'air chaud qui arrive, qui est, je dirais, une masse plus importante que l'air froid, va monter sur l'air plus froid et le repousser. Et là, nous allons avoir des vents très turbulents, nous allons avoir de la pluie, des nébulosités importantes. Ça, c'est typique, je dirais, de ce qu'on appelle des fronts, un front chaud qui arrive, l'autre étant un front froid. Voilà. Alors, ça nous amène aussi à ce qu'on appelle des bulles thermiques, ou des bulles froides. Ben oui, parce que de temps en temps, il y a un gros morceau qui se détache, qui va rentrer quelque part dans l'autre, et on va avoir des variations de température, en plus ou en moins, très importantes sur 24 heures. On peut avoir 10, 12, 15 degrés. Et oui, c'est pas un phénomène extraordinaire, c'est tout à fait, je dirais, normal. Voilà. Alors, nous avons vu l'Alsace, nous avons vu la France, la sécheresse, et Toulouse, etc. Donc voilà, les différences de masse volumique et de charge électrique. Conflit énergie, donc entre énergie thermique qui va nous amener de l'énergie mécanique, c'est-à-dire les vents, orages, éclairs, etc., etc. Phénomène violent. Alors, réchauffement ou pas? Je reviens sur ce thème, il est indéniable, au moins pour l'hémisphère nord. Alors, retournons en Russie. Moscou. Fin 19e siècle, début 20e siècle, 1 million 100 000 habitants. Aujourd'hui, 13 millions et demi, 22 millions avec la grande banlieue. Extrêmement industrialisée, la Russie est très industrialisée, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, nous constatons entre 1821 et 1824, cette fois, c'est-à-dire que nous ne nous arrêtons pas à 1930, eh bien, nous constatons 2,6 degrés de plus. Très important quand même, hein. Sochi. Eh bien, Sochi se réchauffe. Nous passons de moins 0,44 à plus 0,39 jusqu'à 2025. Entre 2015 et 2025, on a plus 0,39. C'est important, hein. Sochi est baigné par la mer Noire, qui elle-même, par le détroit du Bosphore, est reliée à la mer Méditerranée. Toutes les deux se réchauffent, ça, on le sait. Yakout, Sibérie orientale, plus 2,82 degrés entre 1931 et 2024. C'est énorme, hein, 2,62 degrés. 2,82 degrés. Morassal est une petite ville au-delà du cercle polaire, pas très chaud, au sud de la presqu'île de Yamal, où on extrait le gaz russe dans des quantités énormes, hein. Eh bien, une ville de 250-300 000 habitants à peu près, plus 2,69 degrés entre 1931 et 2024. C'est très important. Quelles sont les raisons? C'est quand même fondamental, ça. Bon, il y a
ça on ne peut pas le nier, je pense, de phénomènes naturels. Il suffit de se reporter dans les anciens temps, et il y a quand même des variations énormes, et qui ne durent pas que quelques décennies, qui peuvent durer des siècles. C'est-à-dire des étés très chauds, des hivers très froids. L'industrialisation locale, rejet des calories, bien sûr, mais également, et puis l'extension des mégapoles. Entre une ville d'1 million d'habitants et puis une ville de 14 millions, c'est pas la même chose. Pareil pour la région parisienne, pareil pour Berlin, pareil pour Bruxelles, etc. Là où il y avait la forêt avant, eh bien maintenant, il y a quoi? Il y a des toits, il y a des autoroutes, il y a des routes, il y a des usines, etc. Au niveau du rayonnement solaire incident, celui qui arrive, c'est pas la même chose. Donc, renvoi des calories dans la haute atmosphère, création de bulles de chaleur au-dessus. Exemple Grenoble. Bon. La déforestation planétaire. Je pense que la déforestation de l'Amazonie, qui est quand même très importante, c'est pas fait pour le bien des autochtones, des indigènes. Je pense que derrière ça, il y a argent sonnant et trébuchant. Et oui. Alors, on crée ce qu'on appelle enfin pour moi en tout cas, des phénomènes de radiateurs locaux. Lorsque l'on veut chauffer une pièce, on ne chauffe pas les murs, le plafond, la porte, la fenêtre et tout. Non, on met un radiateur dans un coin, et puis ça chauffe la pièce par convection. C'est-à-dire que l'air chaud qui se dégage du radiateur, qui est plus léger que l'air qui est dans la pièce, va petit à petit faire le tour et puis réchauffer l'ensemble de la pièce, se mélanger. Bien. Donc, dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, 55 fois plus captif aux rayons infrarouges que ne l'est le gaz carbonique. Heureusement, il y a peu de méthane dans l'air. Sauf que si effectivement le réchauffement de l'hémisphère nord se poursuit, eh bien petit à petit nous allons commencer à découvrir le pergésisol, permafrost, c'est-à-dire des terres qui sont immergées, qui sont sous la glacée. Si cette glace fond, eh bien, que va-t-il se passer? Dégagement de méthane, fermentation anaérobie, et de CO2, fermentation aérobie. Et là c'est pas en quelques tonnes, c'est en je sais pas combien, en milliards de tonnes. Les poussières, là encore, la forêt étant éliminée, qui est un filtre à poussière extrêmement important, ne dit-on pas quand on est dans une forêt le matin qu'on va marcher, ah que l'air est léger, il y a peu de poussière. Pourquoi? Parce que les ascendances d'air chaud se sont poursuivies toute la nuit, et le vent relatif, eh bien, a ramené les poussières qui ont été filtrées par les arbres. Et s'il pleut, ces poussières sont collées au sol, très bien. S'il n'y a plus de forêt, si à la place il y a des villes et autres, on a de la poussière, évidemment. La vapeur d'eau, c'est pareil, toutes les combustions que nous faisons sur Terre, la grande partie c'est de la vapeur d'eau, qui est un piège de calories. Et je reviens 2 secondes sur l'aviation civile, et pourtant j'aime bien les avions, mais au niveau de l'aviation militaire comme de l'aviation civile, entre, mettons, 8000 et 15 000 ou 16 000 mètres, un lieu où l'air devrait être très pur, on va mettre des millions et des millions de tonnes de gaz carbonique, d'oxyde d'azote et de vapeur d'eau surtout. Eh oui, et ça c'est pas compté dans les grandes messes annuelles, dans ce qu'on appelle les COP. Hein. Ou d'ailleurs je vois peu de gens qui se déplacent à pied, en vélo, en patinette, non? Non, j'ai pas très bien vu. Bon, je me suis peut-être pas retrouvé à ce moment-là devant le poste de télé. Hein. Pour la petite histoire, mon grand-père me disait, alors j'étais plus jeune que je ne suis maintenant, mon grand-père né en 1877, donc il a presque connu Napoléon III, me disait que du 3e étage de la Tour Eiffel, avant la guerre de 14, on pouvait voir, par beau temps, le Mont Blanc. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on puisse le voir. Et je ne chercherai pas, même par beau temps, à le voir. Je pense que c'est pas la peine. Il a dû se passer quelque chose entre deux. Alors, on nous annonce également, grâce au modèle mathématique,
des catastrophes pour telle ou telle année. Alors, il y a les fameux 2050 où là déjà on devrait être dans une situation quasi épouvantable. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Mais il y a aussi des raisons pour ça. Faut-il ne rien faire? Bah, oui, bien sûr que non. Alors, déjà, qu'aurait-il fallu faire, mais pas aujourd'hui. Déjà dès la fin de la dernière guerre, donc il y a 80 ans de ça, il y avait des choses à faire. Si on prend l'exemple de la France, eh bien, on a petit à petit arrêté les centrales thermiques, développé le nucléaire, très bien. Tout de suite, même avant la guerre déjà, l'hydraulique, très bien. Mais bon, ça ne représente que 20% de l'énergie primaire en France. Nous sommes extrêmement dépendants encore du pétrole. Et puis nous avons développé le transport routier, le transport par camion. Rappelez-vous, le transport en France, c'est en gros 90% par camion. Et on arrête, bien sûr, de plus en plus, on continue les voies secondaires. Bon, il y a peut-être d'autres choses à faire, là. Alors, les transports en commun, il aurait fallu déjà développer les moteurs à gaz. Moteurs à gaz, ça, c'est pas une nouveauté, hein, ça existe. Déjà depuis longtemps, gaz naturel. La molécule du gaz naturel, c'est CH4. Un seul atome de carbone, 4 d'hydrogène. Alors, les esprits chagrins vont me dire «Ah oui, mais il y a encore du carbone, etc.» Faut peut-être arrêter un peu aussi. Si je compare avec du gasoil ou de l'essence, on est, alors que les mêmes ont poussé à retourner à l'essence. Bon, faut être un peu sérieux quand même. Enfin, c'est mon opinion en tout cas. Hein. Je rappelle le projet APAC. Enfin, l'idée APAC, puisque le projet, il n'y en a pas vraiment, que j'avais développé, alors c'était début février, pour redynamiser nos voies secondaires, un projet, enfin une idée qui consistait à partir de wagons, d'éléments genre tramway, qui existent, hein, on peut les réinventer, on les fait peut-être un peu plus larges, voilà, mais c'est tout, mieux profilés, bon, sur pneus et sur accumulateurs. Plus de pantographe, plus de tout ça, plus de moteur diesel, plus de tout ça, accumulateur. Et à travers la vidéo que j'ai faite dernièrement sur le camion électrique, eh bien, on voit que les autonomies que je donnais, les vitesses que je donnais, sont totalement exactes. Et le camion électrique, je rappelle, c'est 30% des immatriculations en Chine, moins de 2% en Europe, 1% chez nous. Bon, enfin, donc, ça a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Alors en France, j'y crois pas beaucoup, à l'export sûrement. Alors pour les transports en commun, je viens de le dire, le gaz naturel, bien entendu, et puis l'hydrogène, à condition qu'il soit natif, c'est-à-dire venant du sol. S'il faut casser la molécule de gaz naturel pour avoir d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du carbone qui va nous générer du CO2, plus une grosse dépense d'énergie, je vois pas l'intérêt. Donc quand on parle d'hydrogène, une fois de plus, il faut remonter jusqu'en haut, savoir d'où il vient. Le chauffage, le bois de souche, je ne parle pas des granulés de bois. Bois de souche, la géothermie, oui, bien sûr, qui a été complètement, je dirais, arrêtée depuis... Enfin, pas complètement arrêtée, il y a quand même des opérations qui ont été faites, qui sont intéressantes, mais ça n'a pas été vraiment développé à l'échelle où ça aurait pu l'être. Sauf que c'est quand même pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans certaines poches, on remonte aussi des sables, on remonte des tas de trucs, de produits minéraux abrasifs, mais également de l'hydrogène sulfureux, un certain nombre du soufre, etc., etc. Donc, c'est pas si évident que ça. Hein. Alors, le gaz naturel, bien sûr, pour le chauffage, ça me paraît évident. Développement des moyens de communication, ça je crois qu'on y est. Alors, j'espère que au niveau de ce qu'on appelle les data centers, on va trouver des solutions pour consommer quand même moins d'énergie, parce que bientôt, pour certains, il faudra une petite centrale à côté pour les alimenter. Bon. Les transports privés, c'est pareil. Transport privé, gaz naturel. Pas pourquoi, on ne dit pas qu'il est abandonné, mais on ne peut pas dire qu'il ait un grand succès. Hein. D'autant plus que ces gaz naturels, on peut aussi les fabriquer à partir des gaz de fermentation.
anaérobie, stations d'épuration, d'agriculture, etc., qui représentent près de 3% injectés aujourd'hui dans les tuyauteries de gaz, gaz de ville. L'électricité, bien sûr, y compris les camions, évidemment. Alors, je crois que c'est en train de cheminer, hein, c'est en train de... Voilà, le renchérissement des carburants fossiles est pour quelque chose. Espérons qu'il n'y ait pas une pluie de taxes qui tombe sur la voiture électrique. Alors, l'énergie électro-hydraulique, bien sûr, nous avons des centrales qui marchent très bien, on va en reconstruire un petit peu, mais ça reste quand même, à mon avis, marginal. Enfin bon, on a de l'électricité hydraulique pour encore un siècle ou deux, ou plus, je sais pas. L'énergie électronucléaire, évidemment, pourquoi a-t-on arrêté pour des considérations purement politiques et, disons, écologiques, les centrales, la construction de centrales euh, pendant 20 ans, et en perdant en plus la technologie pour les surgénérateurs. Rappelez-vous, revisiter les vidéos sur Fessenheim, Cremalville, sur Pierre Phénix, etc. Ça, c'est quand même, c'est plus que dommage. Alors d'un seul coup, oh là là, on va construire 6 EPR. Ben oui, d'accord, mais on aurait peut-être pu y penser avant. Enfin bon. L'énergie photovoltaïque, oui, s'hiver, c'est-à-dire que s'il faut une centrale à charbon à côté ou à fioul pour fondre la silice et l'amener à l'état de silicium très pur, etc., je vois pas l'intérêt. Donc il faut, et je sais que ça commence à se faire, utiliser l'énergie des premières surfaces photovoltaïques pour la fusion de la suite. Bon. Et puis limiter les surfaces. Quand il s'agit de quelques dizaines d'hectares, je pense que oui. Quand il s'agit de kilomètres et de kilomètres carrés, je suis pas sûr, parce que tout ça, au soleil, ça chauffe. Et donc, là encore, création d'ascendance puissante et de bulles thermiques. Ça peut aller jusqu'à des petites modifications locales du climat. De la terre non, mais du climat, oui, ça me paraît envisageable. Mais bon, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas vraiment étudié la chose. Et puis reboiser partout où c'est possible. Et non pas qu'avec des résineux, mais en feuillus. Alors, ah bah oui, mais les feuillus, on pourra les exploiter dans un siècle. Ben oui, mais il est normal qu'on travaille pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et pas uniquement pour le dieu argent, l'argent, tout de suite, là. Non, ça ne mène qu'à des catastrophes. Alors, ça veut dire qu'il faut réfléchir et agir. Pas d'usine à gaz financière, évidemment. L'avenir de l'humanité, ce n'est pas que le dieu argent. Paraît évident, on en voit aujourd'hui de plus en plus les limites. De plus en plus. Arrêtons d'angoisser les gens. Alors ça, c'est, je dirais, les grands médias et même certaines vidéos que je vois, même s'il y a un fond de vérité, de vrai, faut aussi, là encore, remonter dans l'histoire, revisiter l'histoire et voir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui, et pas faire du catastrophisme toute la journée. Toujours penser que s'il y avait des journaux de bonnes nouvelles et des journaux de mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles se vendraient peu, les mauvaises nouvelles, oui, ah oui, bien sûr. Pour illustrer, si je peux dire, quelques événements actuels. Là, actuels, hein. J'ai vu dernièrement une vidéo sur la dilatation des voies ferrées. Alors l'image, c'était une voie ferrée, mais qui mettait vraiment comme, j'allais dire, comme un macaroni, quoi, une nouille. Mais, non, mais on est complètement dans le délire. Alors même si après le texte disait que oui, mais c'est pris en compte, mais ça a déjà fait des déraillements, enfin, etc., etc. Oui, mais enfin, attendez. Les gens, je pense à la SNCF en France, sont quand même pas des amateurs, hein. Bon, et les TGV, même par forte chaleur, ils roulent, ils déraillent pas. Tout ça, c'est pris en compte, donc faut pas aller non plus chercher des trucs, là encore, pour angoisser les gens. Ben, la Loire à sec. Ben, la Loire à sec, j'ai habité au bord de la Loire pendant 8 ans. La Loire, je l'ai vue plus d'une fois l'été avec un mince filet d'eau au milieu. À tel point que, et je le rappelle d'ailleurs, que les ponts anciens de la Loire, tous ceux qui ont été construits au 18e, au 17e, 18, etc., les ponts en pierre, à arches, sont montés sur des piles de bois, c'est-à-dire des troncs d'arbres complets en chêne,
qui ont été enfoncés dans le sable pour trouver jusqu'à trouver un sol solide. Et le chêne, dans l'eau, ne pourrit pas, ne rentre pas en putréfaction. Et ensuite, on a construit, c'est-à-dire que les anciens n'utilisaient pas les pieux battus au diesel à vapeur, au diesel ou à la vapeur, pour enfoncer des pieux métalliques ou des choses comme ça. Non, eux, ils enfonçaient des arbres. Et le problème qui se pose lorsque la Loire est complètement à sec et que les bancs de sable se sont déplacés, parce qu'ils se déplacent, eh bien, c'est qu'on peut découvrir le haut de ces pieux en bois, et ça, évidemment, ils n'aiment pas. Hein. Ça peut se comprendre. Alors, ce qu'ont oublié aussi les personnes qui ont fait des vidéos là-dessus, c'est que, par exemple, bien en amont d'Orléans et bien en aval d'Orléans, la Loire a un cours qui est en gros 30% dans le sable, c'est-à-dire souterrain. Et c'est ce qui explique qu'il est très déconseillé d'aller se baigner dans la Loire, parce que ça crée par moments des effondrements, en dehors des sables mouvants. Attention. Mais également des effondrements. Il y a eu beaucoup d'accidents dans les temps passés, de gens qui ont disparu, malheureusement. Voilà. Bon. Et puis alors, il y a les incendies de forêt. Alors les incendies de forêt, bon, je rappelle quand même pour mémoire que c'est pas la première fois que la forêt méditerranéenne brûle, mais pratiquement dans son ensemble, hein, pas localement, dans son ensemble. Bon, là, on voit très bien que ce sont des incendies criminels. Il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées. Personnellement, j'habite dans le sud de la France, ces années dernières. D'ailleurs, les feux démarraient toujours un peu aux mêmes endroits. Bon, on a quand même arrêté 3 ou 4 personnes. Bon, pour moi, ce sont des criminels. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais de toute façon, c'est de nature purement criminelle. Ben, quand je vois ce qui se passe à Fontainebleau, en forêt de Fontainebleau, que je connais particulièrement bien, c'est purement criminel. Alors, j'espère qu'on ne reboisera pas en résineux. Et qu'on reboisera avec un maximum de feuillus. Bon, c'est sûr qu'il faut du temps pour que ça évolue. Alors tout de suite, là encore, je vais dire dans un certain nombre de médias, c'est le réchauffement climatique, ce sont les conséquences du réchauffement climatique, du CO2, etc., etc. Non. Peut-être, oui, un peu. Oui, on est en période de sécheresse. Tous les ans, il y a des périodes de sécheresse. C'est pas la première fois. Mais c'est d'abord le fait de gens criminels. En 1976, que j'ai bien connu, il y a quand même eu en gros 5 mois de sécheresse, avec des températures élevées. Il n'y a pas eu de grands incendies partout et qui s'allument dans tous les coins comme aujourd'hui. Donc là encore, on voit, je dirais, cette exploitation des événements quotidiens pour les transformer un peu en choses un peu angoissantes, etc. Ça fait du buzz, on permet de glisser des publicités, etc. Mais ça décrédibilise, ça ne devient plus crédible après. Voilà, bien. Alors, le réchauffement climatique n'est pas que la politique de la finance et de l'audimat et des publicités. Hein. Ça devrait, le climat, la météorologie, l'écologie en général, pas l'écologie business, l'écologie, la vraie écologie, mais ça devrait s'apprendre à l'école, c'est-à-dire dès le CM1, CM2, intéresser les enfants à tout ça. Si je reporte, j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences sur le climat, et des personnes sont venues me trouver en me disant « Ah, mais c'est très bien, il faudrait faire ça dans les écoles, etc. » Je dis « Oui, d'accord, mais moi, je peux pas... j'ai pas le don d'ubiquité, je peux pas être à la fois partout, et puis bon, ça réclame évidemment beaucoup de temps. Ensuite, il faudrait que l'éducation nationale soit d'accord, ce qui est encore pas gagné. C'est pour ça que je dis, faites circuler ce petit document. Alors, j'ai pas dit de le vendre, hein, non, ça c'est très très mal vu. Initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt. Et je pense que toutes ces vidéos, d'ailleurs, de cette chaîne, La Plume du Temps, il faut les faire connaître. Donc, abonnez-vous et faites partager la chaîne. Je vois que le nombre d'abonnés augmente, mais enfin, il reste encore
encore faible, nous sommes à 38 ou 39 abonnés. Bon, sur des sujets comme je traite, en 8 mois de temps, c'est pas mal, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux, hein. Ça dépend de chacun, ça. Donc, ça veut dire que ça nous amènerait à une honnête participation des peuples à l'écologie, au respect de la forêt, etc., etc. Le jardinier est souvent bien, bien meilleur écologiste que, que ce qu'on peut voir, entendre dans l'écologie business, hein, ce que j'appelle politique. Alors, la Terre. Alors, je reviens sur la Terre. La Terre a 4,5 milliards d'années, donc estimée, hein. L'ère quaternaire, c'est-à-dire notre ère actuelle, c'est environ 2,6 millions d'années, pas milliards, millions. Précédemment, dans les ères précédentes, primaires, secondaires, tertiaires, le climat était... Alors il y a des statistiques là-dessus, il y a des documents très intéressants, était relativement stable. Enfin avec des écarts, mais c'était relativement stable, plus chaud qu'aujourd'hui. Alors la raison, c'est sans doute, je pense, que la Terre était jeune, donc se refroidissait, sinon on ne pourrait pas y vivre, hein, et beaucoup plus radioactive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Radioactive au niveau de l'uranium-235. On en reparlera dans les vidéos suivantes. L'uranium-235 qui est le seul radioactif, hein, existant encore, enfin utilisable encore sur Terre. Mais aujourd'hui, sa concentration dans la roche, c'est 0,7202%. C'est faible. À cette époque, on était à 3,85%. C'est énorme. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que la chaleur dégagée par ça, il devait y avoir plein de petits réacteurs naturels un peu partout. Il en reste encore quelques-uns. Et puis est arrivée donc cette ère quaternaire, c'est-à-dire que la Terre a commencé à se refroidir, et l'arrivée de la vie sur Terre. Donc je suppose les micro-organismes, les plantes, etc., d'augmentation du taux d'oxygène, etc., etc. Et là, nous rentrons dans un climat qui est beaucoup plus perturbé, avec des pointes de froid, des pointes de chaleur très importantes. Et actuellement, nous ne sommes pas encore au maximum de ces pointes de chaleur, mais nous sommes en croissance. Nous sommes en croissance, c'est indéniable. Voilà. Alors, réchauffement, donc pourtant, alors ce réchauffement est pourtant connu, il n'est pas récent, il est connu déjà depuis au moins la fin du dernier conflit mondial, et à travers toutes les statistiques que j'ai pu vous donner, vous vous en rendez bien compte. Et la question qui se pose, c'est qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait déjà à cette époque, pour aller dans le bon sens? C'est-à-dire ne pas favoriser en plus, par notre propre activité humaine, ne pas favoriser en plus ce réchauffement. Alors nous avons surtout fait beaucoup de taxes et d'impôts, et nous n'avons pas coté la nature en bourse. Voilà. Nous sommes dans l'ère du dieu argent, mais le problème c'est que ce dieu argent, à mon avis, il sera à durée de vie limitée. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura remémoré un certain nombre de choses, mais je le redis, il ne faut pas prendre l'affaire du réchauffement de l'atmosphère à la légère, non, mais il faut en avoir conscience, il faut chacun à son échelle faire ce qu'il faut, hein, pas couper un arbre comme ça, tiens, je vais essayer la tronçonneuse, non, ça c'est le pire des engins qu'on a inventé, pire que la bombe atomique. Bon, enfin, etc., etc. Bien. Et ne pas tomber, alors ça c'est évidemment au niveau des États. Le réchauffement climatique ne se règle pas à coup de taxes, à coup d'impôts, à coup de tout ça. Sinon ça se saurait, hein. Non, ça veut dire que ces taxes et impôts ont d'autres finalités que le réchauffement climatique. Et, malheureusement. Avant de terminer, je voudrais complètement changer de sujet et parler du sigle La Plume du Temps. La Plume du Temps est une marque déposée en 2000, c'est-à-dire qu'elle a 26 ans. Et elle est déposée dans ce qu'on appelle certaines classes, qui sont la littérature, le cinéma, les médias en général. Donc on ne peut pas l'utiliser comme ça. Et oui, sinon c'est une infraction, une grosse infraction. Or, malheureusement,
Je vois de plus en plus de gens sur Internet qui utilisent sans problème la plume du temps. Je voudrais quand même attirer l'attention sur cette affaire parce que sinon c'est pas la peine de déposer des marques, si on peut les copier, les utiliser sans se poser d'autres questions. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Je suis très gentil, mais il y a quand même des limites. Voilà. Donc, je tiens à bien préciser ceci. Si vous voulez appeler une locomotive à vapeur la plume du temps, il n'y a pas de problème, puisque c'est en dehors des marques, des classes, des classes dans lesquelles a été déposée la plume du temps. Voilà, alors je sais que le cycle est joli, il plaît beaucoup, mais c'est pas une raison pour s'en accaparer à titre personnel le cycle. Voilà, je termine là-dessus. Euh, les prochaines vidéos, alors là il y en a toute une série, peut-être une dizaine, concernant l'énergie nucléaire. On va commencer par la mine, alors avec plus de détails, hein, sans se prendre la tête quand même, attention. Hein. Ne partez pas tout de suite, ça je l'ai toujours dit, ça reste très didactique, mais si on veut pouvoir comprendre comment fonctionne un réacteur, alors la bombe atomique, oui, mais pas trop, c'est pas trop mon sujet, enfin ça en découle malheureusement. Si on veut mieux comprendre les différentes filières de réacteurs, ne pas tout mélanger, Tchernobyl avec Fukushima, avec Three Mile Island et d'autres, bon, faut un minimum de connaissances. Voilà. Et je pense que ça sera très intéressant. Vous découvrirez par exemple qu'en France, eh bien, il y a eu beaucoup de carrières, de mines d'uranium en France. 27 départements quand même. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça que le- la chaîne remonte dans YouTube, et d'ailleurs je vois, et ça fait très plaisir, apparaître de plus en plus des vidéos dans les premières pages de YouTube, ce qui fait très plaisir. Partagez la chaîne, bien sûr, et puis, abonnez-vous, bien sûr, et puis, si vous voulez nous aider, il y a Tipeee pour ça, ça serait évidemment très appréciable. Hein. Et puis, là-dessus, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. N'oubliez pas votre chapeau de paille, bien sûr. Et je vous dis, et soyez prudents, très important, sur la route, et puis sur la plage, bien sûr. Et je vous dis, à bientôt.